Bonjour et merci de nous retrouver pour Sagesse bouddhiste. Nous allons consacrer 2 émissions à évoquer l'un des plus grands maîtres du bouddhisme japonais, fondateur de l'école Zen Soto, Maître Dogen. Nombreux sont ceux qui connaissent son nom et l'immense postérité de ses enseignements, mais pourtant on ne sait pas grand-chose de la vie de ce moine du XIIIe siècle. Grâce à la parution très récente d'une biographie inédite en langue française, nous allons découvrir qui fut le fondateur du Zen Soto, de quelle famille était-il, pourquoi et comment a-t-il cherché la voie, puis de quelle façon l'a-t-il enseigné une fois revenu au Japon. Autant de questions que nous allons poser à nos invités, les éditeurs de cette biographie, qui sont aussi enseignants du Dharma dans la tradition Zen Soto, Brigitte Seijo-Crépon et Pierre Dokan-Crépon, que nous avons le grand plaisir et honneur de recevoir pour la première fois ensemble sur ce plateau. Bonjour. Bonjour. Brigitte et Pierre. Donc c'est en pratiquant ensemble à la Gendronnière, auprès de Maître Deshimaru, que vous vous êtes rencontrés il y a une 40aine d'années. Vous vous êtes mariés. Vous avez fondé le temple Kokaiji à Vannes, en Bretagne, que vous dirigez ensemble. Vous y enseignez le Dharma. Vous êtes aussi éditeur, donc spécialisé dans le bouddhisme. Et puis vous avez publié récemment la biographie de Maître Dogen, sous une forme inédite, puisqu'il s'agit d'un manga, donc ouvert à tous les publics. Alors, avant toute chose, avant de parler de la vie proprement de Dogen, sur quelle source se base-t-on quand on évoque la vie de Dogen, Pierre? En fait, Dogen lui-même a donné très peu d'éléments biographiques, sinon de la première partie de sa vie, son voyage en Chine. Et la première biographie un peu développée apparaît à peu près 50 ans après sa disparition, par son troisième successeur, Maître Keizan. Mais la biographie de référence date du XVe siècle, donc qui est déjà près de 2 siècles après, enfin 2 siècles après d'ailleurs. Donc ça, c'est vraiment la biographie de référence qui n'est pas traduite, qui est en japonais, qui n'a pas été traduite ni en anglais ni en français pour l'instant. Et bien sûr, il y a eu des recherches modernes sur ce personnage depuis lors. En français, les différents ouvrages sur Dogen généralement font une petite biographie, enfin, plus ou moins détaillée selon les ouvrages. Mais en fait, on n'a pas tellement d'éléments qui retracent toute sa vie. Et donc, l'intérêt de cet ouvrage, qui est, donc, comme vous l'avez dit, sous forme de manga, c'est-à-dire de bande dessinée. Entre parenthèses, les mangas, il y a à la fois des bandes dessinées style fantastique, disons, mais au Japon, il y a beaucoup de bandes dessinées, disons, sérieuses, entre guillemets, qui sont développées, qui servent d'ouvrages de référence biographiques ou voilà. Et là, c'est tout à fait sérieux parce que l'auteur voilà. est moine. Voilà, l'auteur est moine, le scénariste est moine spécialiste de Dogen, donc il a accès aux sources. Et l'enseignement, pour lui, enfin, c'est pas un universitaire, donc voilà, il parle de l'enseignement, on sent que ça vient du cœur. Et le dessinateur est un mangaka, c'est un dessinateur de manga très, très réputé. Ils ont effectivement, l'un et l'autre, sélectionné les grands moments clés que nous allons découvrir ensemble de la vie de Dogen. Alors, à commencer par sa naissance, peut-être, Brigitte Crépon, vous pouvez nous dire quelques mots? Oui, alors il vient du milieu de la haute aristocratie japonaise. Son père a été régent de 7 empereurs, donc une famille de la noblesse de cour, quoi. C'est aussi une famille de lettrés. Son père est un grand lettré, certainement que ça a influencé Dogen après. C'était un grand poète. Le nom qu'il a eu au début, quand il est né, il a eu ce nom de Manjumaru, qui est en fait Manjusri, le bodhisattva de la sagesse. Ce nom a été donné par sa mère à sa naissance. Son père est mort quand il avait l'âge de 2 ans, et donc il a été éduqué par sa mère, qui était elle aussi d'une grande famille, la famille des Fujiwara, une famille aussi proche de l'empereur. Et donc, il a toujours été dans les sphères, enfin, une famille dans les sphères du pouvoir et de la très haute aristocratie. Il est né donc au tout début du XIIIe siècle. Hein. Voilà. Que sait-on de l'époque? Alors ça, c'est une époque de transition. Donc, effectivement, lui, il fait partie du cercle impérial. Il a parenté à la famille impériale à plusieurs générations. Mais c'est l'époque où le pouvoir passe aux guerriers, aux shoguns.
qui installent leur capitale à Kamakura. Et c'est une époque de guerre. C'est vraiment une période dure. Et bon, après, on verra que lui, il a une pratique très intransigeante, mais il vit dans une période vraiment intense, quoi. Troublé, oui. Très troublé. Et c'est aussi l'époque, au niveau religieux, où se constituent de nouvelles écoles bouddhiques. Alors, que sait-on de sa petite enfance Il a été élevé par sa mère, mais sa mère est décédée quand il avait l'âge de 7 ans. Pour lui, ça a été vraiment une grande tristesse. Il a été élevé également par son grand-père, qui était donc de la très grande aristocratie. C'était un enfant très doué, très, très éveillé, qui avait une très grande mémoire. On dit qu'à l'âge de 4 ans, il savait déjà lire le chinois. Il avait déjà lu des recueils de 120 poèmes. À l'âge de 7 ans, il avait lu une histoire de la Chine en 30 volumes. Il avait lu d'autres recueils de poésie. C'était vraiment un enfant très, très doué. Et son grand-père, d'ailleurs, espérait bien qu'il allait faire carrière près du pouvoir, dans les sphères du pouvoir. Alors, l'acte fondateur, c'est un peu C'est la mort de sa mère. Il se rend compte de l'impermanence et donc il décide de devenir moine. Comme a dit Brigitte, contre la vie de son grand-père. Et pour être moine, il va s'enfuir. Il va s'enfuir à l'âge de 13 ans de chez lui. Alors, pour aller où? Alors là, il va le grand centre de formation des moines à l'époque, ça s'appelle le Mont Yei, qui est une montagne, une petite montagne au nord de Kyoto, où il y a des grands temples de formation de l'école Tendai. Donc finalement, ce parcours ne va pas le satisfaire, il va quitter le Japon. Avant de quitter le Japon, il entend parler d'un temple, le Kenninji. Donc il rencontre Myozen, qui sera son premier maître. Et ensemble, ils décident de quitter le Japon pour aller en Chine. Alors, il va y faire des rencontres qui vont un peu l'amener à pratiquer différemment, comme on le sait. Notamment, il est obligé de rester sur le bateau quand ils arrivent en Chine. Il est obligé de rester sur le bateau pour des formalités administratives. Et donc, c'est un bateau de commerce et on sait qu'un bateau est venu du Japon. Et il y a un vieux moine qui est cuisinier d'un grand temple qui vient acheter des champignons sur ce bateau. Parce qu'il y a des champignons japonais. Dogen le rencontre, et puis il est quand même surpris de voir un vieux moine qui a fait 20 km à pied pour acheter des champignons, encore s'occuper de la cuisine. Il lui dit « Mais vous êtes dans un grand temple, est-ce qu'il n'y a pas des jeunes moines qui peuvent faire la cuisine à votre place ou faire les achats à votre place ?» Et ce vieux moine, le tenzo, c'est le tenzo, le rôle de cuisinier, c'est le rôle du tenzo, dit mais faire la cuisine pour les moines, c'est ma pratique. Rien, tout est pratique. Il n'y a rien qui ne soit pas la pratique. Donc, faire à manger, c'est ma pratique. Personne ne peut le faire à ma place. C'est absolument impossible. Donc, Dogen est vraiment très surpris parce on lui a toujours enseigné que pratiquer, c'était faire zazen et lire les sutras. Ça s'arrêtait là. Et c'est la première fois qu'il entendait ça. Donc, il a encore des questions. Qu'est-ce que la pratique? Qu'est-ce que le zen? Et ça continue et il cherche des réponses. Et il pose des questions sans arrêt, quoi. La rencontre de Tenzo est racontée par Dogen lui-même et il a écrit après un livre qui s'appelle Instruction au cuisinier. C'est donc vraiment une rencontre fondatrice. Comme a dit Brigitte, c'est que la pratique, c'est pas seulement étudier les sutras ni faire zazen, c'est la vie entière. Et ensuite, donc en Chine, il va avoir une période il reste 4 ans au total, de 2 années où il va aller dans différents endroits. Enfin, d'abord, il va dans un endroit qui s'appelle le Mont Tendo, où il y a un temple, il reste à peu près 1 an. Il apprend la pratique telle qu'elle se fait dans les grands temples chinois, mais il n'est pas satisfait complètement. Il va ensuite pérégriner, il va visiter différents maîtres qui d'ailleurs tous lui disent, lui il pose la question et tous lui disent mais il faut pratiquer. Mais il ne comprend pas. Et il y a une rencontre avec un moine aussi, qui est une belle histoire. C'est quand il est au Mont Tendo, il étudie tout le temps. Et alors le moine lui dit mais pourquoi vous étudiez autant? Alors il dit j'étudie beaucoup pour après enseigner quand je vais rentrer au Japon. Et alors l'autre dit mais pourquoi vous voulez enseigner? Et Dogen dit pour sauver les êtres. Et le moine lui dit mais pourquoi vous voulez sauver les êtres? Et là d'un seul coup, voilà, il y a un questionnement qui le bouleverse aussi. Donc il a ces rencontres avec le Tenzo, avec ce moine. Il rencontre des moines qui lui montrent les documents de transmission.
Et ça, il est très touché par ces documents de transmission. Voilà, il est dans toute une sorte de questionnement et en même temps touché par beaucoup de choses. Et puis, il va y avoir la rencontre décisive, enfin la rencontre avec un grand R, avec son maître. Voilà, c'est un nouvel abbé qui s'appelle Nyojo, maître Nyojo. Et là, effectivement, il va avoir la rencontre. Il dit, là, j'ai rencontré une personne. C'est un maître assez intransigeant, enfin intransigeant dans la pratique, ce qui convient à Dogen. Mais c'est surtout qu'il le rencontre. Avant, il en avait vu d'autres qui, finalement, disent la même chose. Mais il n'y avait pas eu ce... Voilà, paf. Ça veut dire une affinité, c'est ça, voilà, quelque chose qui le fait comprendre. Oui. Le courant. Oui. Et certainement que Dogen a mûri aussi au fur et à mesure de ses pérégrinations, ses expériences, de sa pratique. Finalement, il a évolué et ça s'éclaircit de plus en plus. Et là, cette rencontre était vraiment définitive. Et c'est là qu'il fait l'expérience, se dépouiller du corps et du cœur et de l'esprit. C'est un abandon, un dépouillement. Et il ne parle pas d'éveil. Il dit jamais je me suis éveillé. Il dit je me suis dépouillé. Voilà. L'enseignement de Maître Nyojo insiste beaucoup sur la pratique de zazen. Et il est toujours le premier au zazen. Il pratique zazen sans cesse. Et à force, quand on pratique zazen intensément, on se dépouille automatiquement, on abandonne le corps et l'esprit. C'est quelque chose qui se fait de soi-même. Et c'est le grand enseignement de Maître Nyojo. Alors c'est un peu le point d'orgue de cette première partie d'existence pour Dogen, parce que je crois qu'il a à peu près 27 ans, c'est ça Oui, c'est ça, il est resté 4 ans, 27 ans. Et donc là, c'est Nyojo qui lui dit de retourner au Japon. Voilà, alors que tout se passe bien, son maître lui dit de retourner au Japon. Voilà, lui il veut rester là-bas, mais son maître lui dit non, maintenant il faut que tu retournes au Japon, transmettre à ton tour. Et là, on va savoir ce qui se passera, mais que la semaine prochaine, parce que nous n'aurons pas le temps d'en dire plus aujourd'hui. Mais avant tout, que retenir de ce personnage de Dogen, finalement? C'est le côté moderne, c'est-à-dire qu'il se pose des questions qu'on se pose tous, que tout le monde peut se poser. Enfin, aujourd'hui, à l'époque et maintenant, et il va jusqu'au bout. Pour obtenir les réponses, il risque sa vie, parce que d'aller en Chine, c'était pas... Dans cette époque à cette époque-là, c'était vraiment compliqué. Les bateaux, les tempêtes, etc. Et c'est un héros. On dit, les héros, c'est toujours des militaires ou maintenant des sportifs, ou je sais pas quoi, des guerriers. Lui, c'est un religieux. Mais les religieux, c'est aussi des héros. Enfin, ils vont au bout de leur quête. Et ça a été son cas. Donc c'est vraiment... Un héros d'ailleurs parfaitement stylisé par le dessinateur japonais. D'ailleurs, on a pu voir au cours de cette émission certaines des planches de votre ouvrage édité sur Dogen. Voilà. Donc nous nous retrouverons avec plaisir la semaine prochaine pour continuer à parler de la seconde partie de la vie de Dogen. Merci. Avant d'achever donc cette première partie d'émission, voici quelques livres que nous vous proposons. Tout d'abord, Dogen, Maître Zen de Ryodo Awaya et Fumio Isamatsu, édition Le Prunier Sully. Il s'agit donc de la biographie de Dogen en manga, dont vous avez pu voir certaines planches durant l'émission. Une bande dessinée très inspirée et inspirante sur la vie du fondateur de l'école Zen Soto, que peuvent lire même les jeunes. Le Shobogenzo de Maître Dogen, traduit par Yoko Horimo chez Le Prunier Sully. Cette édition intégrale bilingue a obtenu une médaille décernée par l'Académie des Belles-Lettres au meilleur ouvrage sur l'Orient. C'est un travail monumental de plusieurs années qui rend accessible aux francophones l'ouvrage de référence de Dogen. Et puis ces deux livres parus chez Gallimard, collection Folio Sagesse, de Maître Dogen, La présence au monde et les instructions aux cuisiniers zen, où l'on découvre notamment l'un des enseignements célèbres de Dogen sur la pratique au quotidien, dans tous les instants, notamment au cours d'une banale préparation de repas. Voilà, c'est donc tout pour aujourd'hui. Nous vous retrouvons dimanche prochain pour la suite de l'émission. Vous pouvez la revoir, cette première partie, durant un mois sur France TV. Très bon dimanche à tous, merci et à la semaine prochaine.